Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir. Plus que jamais, le mot solidarité aura eu son importance ces dernières années et encore plus aujourd'hui avec le conflit en Ukraine. Nous parlerons justement des organismes de solidarité internationale monégasques qui viennent de se réunir pour dresser le bilan de leurs actions. Reportage à suivre dans quelques instants. Top départ pour le rallye Aïcha des Gazelles alors qu'une partie des concurrentes a pris le départ de Nice. Le coup d'envoi de la catégorie e-Gazelle a lui été donné sur la place du Palais Princier ce matin. Dimanche, c'est le printemps et l'arrivée du printemps rime souvent avec jardinage. Nous glanerons de précieux conseils auprès de la section jardin de la direction de l'aménagement urbain avec Jean-Jacques Pinotti. Et puis à seulement 15 ans, Stella Almondo a déjà tout d'une grande. La jeune prodige du piano vient de se produire en Slovaquie. Elle partagera avec nous cette fabuleuse expérience. Solidarité, ce mot n'a jamais autant résonné qu'en ce moment même. À Monaco, associations, ONG ou encore fondations qui interviennent dans l'humanitaire à l'international sont regroupées sur une même plateforme appelée OSI, Organisme de Solidarité Internationale. Elles viennent de se réunir avec le gouvernement princier pour dresser le bilan des actions menées et évoquer le futur. Vous voyez ce reportage de Vanessa Dessy sur des images de Sylvain Péroumal. ONG, clubs, fondations, collectifs d'associations, les organismes de solidarité internationale de Monaco ont pour objectif de mieux faire connaître l'action de ces structures et de mutualiser les efforts. La 23e réunion d'information et d'échange avec le gouvernement princier aura permis de dresser un bilan des actions menées et de valider les prochains programmes. Des points de notre plan stratégique qui ressortent, c'est qu'on a eu une augmentation pour les fonds alloués aux OSI. Donc ça permet aussi à plusieurs OSI de participer aux appels à projets en cofinancement. Donc on essaye d'assurer que, voilà, peu importe où ils sont, peu importe quel projet ils font, mais qu'ils le fassent aussi avec les acteurs locaux. Tout au long de l'année, on a des formations qui sont apportées aux OSI monégasques. Et enfin, on les aide aussi sur l'aspect communication, les événementiel, que de bonnes nouvelles et ça nous fait plaisir de les voir, de les rencontrer. Fondée à Monaco par des bénévoles engagés, Foot pour l'école œuvre afin d'améliorer la vie des jeunes enfants du Cameroun les plus démunis. C'est la distribution de matériel scolaire lors de l'organisation de tournois de football mixte dans la partie sud du Cameroun, à Djoum en particulier. Ce qui est très important, c'est que c'est des tournois qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils font appel aux bonnes volontés des petites filles aussi. C'est une partie de l'Afrique qui est touchée par certains radicalismes, de telle manière à ce que le savoir soit assimilé avec le jeu, avec le sport, et que les petits garçons portent un regard bienveillant dès la plus tendre enfance sur leurs partenaires de jeu, et qu'il y ait un respect mutuel qui s'installe comme ça. La plateforme osimonaco.org permet de réunir sur un même support les organismes de solidarité internationale de Monaco. Un comité de sélection composé de 5 OSI contrôle son bon fonctionnement. Et on reste dans le domaine de la solidarité. Nous recevions jeudi l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, qui invitait à une prière pour la paix. Bonsoir Frédéric Elion, un moment de communion qui a eu lieu hier soir. Bonsoir Émilie, depuis le début du conflit qui touche l'Ukraine, le diocèse de Monaco appelle à intensifier la prière pour le retour de la paix. C'est dans cet esprit que l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, a convié hier de nombreux fidèles à une prière pour la paix en la cathédrale de Monaco. Le diocèse de Monaco invite également tous ceux qui le souhaitent à des actions caritatives ou à faire des dons en faveur des populations victimes de la guerre via la Caritas Monaco. Un mot également sur cette belle initiative du salon de tatouage 10e art, toujours en lien avec la guerre en Ukraine. Du 18 mars au 1er avril, vous pouvez venir sans rendez-vous au salon 10e art pour vous faire tatouer le mot « Peace » et faire des dons pour venir en aide aux personnes touchées par le conflit en Ukraine. La donation minimum est de 100 € et la totalité des dons
sera reversée à la Croix-Rouge monégasque. Et puis afin de lutter contre la Covid-19, une nouvelle opération est menée lundi dans les établissements scolaires de la Principauté. À l'image de ce qui avait été organisé à la rentrée des classes de janvier et après les vacances de février, le gouvernement organise une nouvelle campagne de dépistage de grande ampleur en milieu scolaire lundi. Objectif, permettre à un maximum de personnes de se tester 2 semaines après la levée de l'obligation du port du masque à l'école et 1 semaine après la suppression du pass sanitaire en Principauté. Plusieurs milliers d'autotests seront mis à la disposition des enseignants et élèves. Les personnels et les élèves seront invités à se tester en classe sur la base du volontariat pour les adultes et sous réserve de la présentation d'une autorisation parentale pour les enfants. Merci Frédéric pour toutes ces précisions. Intéressons-nous à présent au départ du rallye Aïcha des Gazelles, un événement 100% féminin. Le départ de la catégorie électrique a eu lieu ce matin sur le Rocher en présence de la princesse Stéphanie. En quoi cette catégorie est si particulière et qui sont ces e-gazelles? Élément de réponse avec Juliette Rappert sur des images d'Olivier Bonello. En 2017, le rallye Aïcha des Gazelles crée une nouvelle catégorie, les e-gazelles, avec des véhicules 100% électriques. Une première dans un rallye raid. Cette année, 8 équipages prennent le départ, 5 en auto et 3 en buggy prototype. L'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faire grandir cette catégorie, puisqu'on est le seul rallye à avoir une vraie catégorie électrique, avec un parcours électrique. Et l'enjeu, c'est bien évidemment d'avoir de plus en plus de véhicules électriques, d'hydrogène, et de faire quelque chose qui puisse participer à ce nouvel enjeu du réchauffement climatique. Le défi est double pour ces gazelles puisqu'il faut gérer l'autonomie des batteries en plein désert, mais aussi l'orientation et tracer leur itinéraire hors piste et hors dune. Une nouveauté totale, effectivement, jamais conduit dans le désert. Et donc préparer, oui, de toute façon on a un stage obligatoire de conduite, puis il vaut mieux y participer, histoire de ne pas se retrouver bloqué, voilà, même si on sait qu'on va avoir des galères, au moins anticiper et savoir plus ou moins à quoi s'attendre. On a des épreuves de conduite et de navigation. C'est une navigation à l'ancienne, donc pas de GPS, pas de jumelles. Voilà, on a en gros une carte en noir et blanc, une boussole et une règle. Donc ça voilà, poser des points avec une latitude, une longitude, c'était quelque chose en tout cas de nouveau pour moi. Et donc on a dû s'entraîner. Ouais. Le but du jeu, c'est de faire le moins de kilomètres possible et de trouver les balises sur le chemin et d'arriver au bivouac le soir. Les équipages rejoindront ensuite la ville de Nice afin de retrouver l'ensemble des gazelles pour le départ officiel. Oui, à noter que la Fondation Prince Albert II de Monaco est partenaire du rallye Aïcha des Gazelles. Jour J également pour la Formule 1 avec la reprise de la saison, une compétition qui débute à Bahreïn, Frédéric. Nouvelle saison, nouvelle réglementation, nouvelle voiture et première séance de qualification cet après-midi sur le circuit de Bahreïn et superbe performance de Charles Leclerc. Le Monégasque a signé le meilleur chrono en 1:30.558 et s'élancera en tête du Grand Prix demain devant Max Verstappen et Carlos Sainz. En football, après son élimination jeudi en Ligue Europa, Monaco retrouve le championnat demain et pas n'importe qui, Frédéric. Avec une affiche de gala et la réception du PSG à 13h, 8e au classement avec 41 points. Monaco n'a plus de temps ni de points à perdre pour pouvoir atteindre l'objectif fixé en début de saison, une qualification européenne. En face, le PSG, éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, n'a plus que le championnat à jouer. Les Parisiens sont leaders avec 15 points d'avance sur Marseille et Nice. C'est 10 finales, il nous reste 10 matchs pour accrocher une place européenne. On sait les ingrédients qu'il faut mettre pour pouvoir l'atteindre. Et on va tout faire pour rendre fiers nos supporters et essayer d'aller en Europe pour la saison prochaine. Forcément, c'est plus compliqué d'accrocher une place en Ligue des Champions. On sait que les équipes devant nous ont beaucoup d'avance. Donc au vu des résultats qu'on a effectués, oui, on doit pas se voiler la face. On sait que ça va être très compliqué d'accrocher, comme je l'ai dit, une place en Ligue des Champions. Donc on va essayer d'accrocher une place européenne tout simplement en fin de saison. Et pour cette rencontre, Philippe Clément peut compter sur un groupe quasi au complet. Messi absent à l'entraînement vendredi et incertain côté parisien. Di Maria et Ramos sont forfaits. En basket, la Roca Team affrontera aussi les Parisiens demain. À l'Accor Arena ou Bercy si vous préférez, à l'occasion de la 23e journée de Betclic Elite.
Les joueurs de Sacha Obradovic restent sur 4 victoires d'affilée en championnat. La dernière face à Strasbourg mercredi, un succès arraché après prolongation grâce à ce tir incroyable de Dwayne Bacon. Au classement, la Roca Team est 2e à une victoire du leader levallois. Paris de son côté est 14e avec un bilan de 8 victoires pour 14 défaites. La rencontre sera à suivre en direct demain sur France 3 Côte d'Azur, coup d'envoi 15h15. Et en cette fin de saison d'Euroleague, venez soutenir les joueurs de la Roca Team. Le club vient de dévoiler les modalités de déplacement pour la rencontre à Milan, Frédéric. Le club met à disposition 3 bus pour les supporters désireux de venir encourager la Roca Team en Italie pour la rencontre à Milan le jeudi 31 mars. Vous avez jusqu'au jeudi 24 mars pour vous inscrire. Pour cela, réservez votre place par mail à l'adresse billetterie@asmonacobasket.mc ou en vous rendant à la billetterie du club ouverte de 10h à 15h lundi, de 10h à 17h mardi et jeudi et dès 11h mercredi pour le match face à l'Olympiakos. Prix des places 10 € pour les détenteurs d'un abonnement saison, 25 pour tous les autres. Toutes les informations pour ce déplacement sont à retrouver sur les réseaux sociaux du club. Demain, nous changerons déjà de saison avec l'arrivée du printemps, un temps ni trop froid, ni trop sec, idéal pour les amateurs de jardinage. Justement, pour récolter quelques conseils et astuces dans le domaine, nous avons contacté le service qui fleurit la principauté tout au long de l'année, la direction de l'aménagement urbain. Bonsoir Jean-Jacques Pinotti. Bonsoir. Le printemps est vraiment une invitation à jardiner. Pourquoi c'est la meilleure période pour faire ces plantations ? La meilleure période parce qu'on sort généralement d'une période hivernale qui est un peu morose, même si nos climats et en principauté, on ne ressent pas trop la pression de l'hiver. Mais c'est vrai que le printemps, avec le réveil de la nature et de la végétation, est propice à commencer toute une opération de jardinage diverses et variées. Oui. Alors justement, quel type de plantation il faut privilégier ? D'abord, le premier travail qu'ont à faire les personnes qui s'intéressent à ce genre de tâches, c'est de bien observer le départ de la végétation, de vérifier que tout a passé l'hiver de façon correcte, d'observer et de voir les développements des premiers bourgeons, des feuilles, des premières fleurs, mettre en place son jardin et puis après on peut commencer à préparer le sol pour pouvoir semer ou planter pour préparer les semaines et les mois qui viennent. Alors comment prendre soin de ces plantes, de ces arbres fruitiers ? Est-ce que c'est la meilleure période pour tailler par exemple les rosiers ? Alors les rosiers c'est un peu tard pour les tailler, hein. Généralement la taille se fait plutôt au mois de décembre, janvier. Là par contre on observe les départs de feuilles, les formations des premiers boutons. On peut simplement intervenir si on a quelques branches qui ne démarrent pas et qui semblent devoir sécher, donc ça on peut les retirer. Après pour les autres plantes c'est un peu le même principe, on surveille ce qui démarre, ce qui ne démarre pas. Et puis on évite de tailler plus qu'il ne faut, hein. On vaut mieux laisser les végétaux se débrouiller tout seuls. Est-ce qu'il faut être également attentif aux nuisibles ? Je pense par exemple aux chenilles processionnaires en ce moment. Le principe de base, c'est de regarder ce qui nous entoure, de vérifier, d'observer et puis de pouvoir apprécier les signaux que nous envoie la nature. Donc concernant les prédateurs et autres animaux de ce genre, oui, on observe, on a quelques développements de chenilles qui peuvent apparaître si les traitements d'hiver n'ont pas réussi. Sinon après, concernant les autres végétaux, on va peut-être voir apparaître, notamment sur la principauté où les températures sont beaucoup plus douces, des petits développements de pucerons ou d'araignées. Donc là, on observe, on regarde quelle quantité il y a et puis on intervient surtout de façon préventive avec du savon noir qu'on dilue dans de l'eau ou des produits naturels de ce type-là. Vous parlez du climat, Jean-Jacques Pinotti. Est-ce que l'on voit l'effet du réchauffement climatique sur la région ? On a vu le mimosa, par exemple, en fleurs beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée cette année. Cette année, c'est vrai qu'on n'a pas, comme l'on dit habituellement, on n'a pas eu d'hiver. Donc les températures hivernales ont été très très douces, parfois très élevées même, sur une certaine période. Puis on est dans une région où la saisonnalité n'est pas très marquée sur le Monaco. Hein. Bon, dès qu'on est sur l'arrière-pays, c'est un peu plus précis, un peu plus marqué. Nous, en principauté, les saisons se suivent sans trop de différence. Et c'est vrai que la végétation semble un petit peu en avance cette année. Alors est-ce qu'après on peut rendre responsable le réchauffement climatique de ce genre de choses, c'est un peu court pour vraiment l'affirmer. Mais il est certain que, en règle générale, les effets du réchauffement se font sentir et se font ressentir de plus en plus. Oui.
Le travail de l'ado est de plus en plus mis en avant à travers des manifestations. Je pense par exemple au Festival des Jardins de la Côte d'Azur ou à la première édition du Week-end Nature. 2 événements qui ont connu un réel succès. On voit de plus en plus d'engouement pour le jardinage. Oui, ça semble être un domaine qui intéresse de plus en plus de personnes, fort heureusement. C'est se préoccuper de notre environnement proche, de notre cadre de vie et de ce que l'on peut mettre dans son assiette, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que ça, on a depuis quelques années pris l'habitude de demander à notre personnel de pouvoir participer, de pouvoir communiquer et surtout de pouvoir faire partager le travail qu'ils font au quotidien. C'est vrai que ça a rencontré l'an dernier un succès vraiment intéressant pour nous. Eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques Pinotti d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de l'arrivée du printemps et de ces beaux jours. Merci infiniment. Merci à vous. Suite des Sérénissimes de l'humour, 5 artistes se sont partagés la scène hier et pendant plus d'1 heure. Juliette Rappert et Sylvain Péroumal sont allés à leur rencontre juste avant le début de leur représentation pour connaître les thèmes de leur spectacle. Regardez. Oh, ça va très vite, je vais parler de féminisme, de religion, d'Emmanuel Macron, voilà, de plein de sujets vraiment consensuels qui en général font bien rigoler les gens. Bon, je suis un Américain, vous avez pu entendre, donc je parle du fait d'être un Américain et aussi je parle du fait d'être dans une relation avec une Française et aussi avec 3 enfants. Donc j'ai des cernes, voilà, j'ai des cernes et donc je vais parler d'un peu ma vie de famille. Et comment je galère avec tout ça. Moi, je crois que je vais rester sur le même bloc. Je vais parler de mon expérience télé à Fort Boyard, qui était assez catastrophique. Et du coup, comme il faut transformer les mauvais souvenirs en belles histoires, j'ai choisi de dédier ces 15 minutes à ma journée catastrophique sur le fort. On reste sur scène avec une jeune artiste qui ne cesse d'épater par son talent. Stella Almondo est une prodige du piano. Sous ses doigts, la musique prend vie. Cette passion l'a amenée en finale de l'émission musicale de France 2, Prodige. Depuis l'adolescente de 15 ans, multiplie les concerts. Elle vient tout juste de revenir de Slovaquie, où elle a joué avec l'orchestre Sinfonietta sous la direction du maestro Misha Katz. Stella Almondo est avec nous ce soir. Bonsoir Stella. Bonsoir. C'est une magnifique expérience que vous venez de vivre en Slovaquie. Alors j'ai passé 1 semaine donc en Slovaquie. J'ai été invitée par le chef d'orchestre Misha Katz et j'ai donné 2 soirs d'affilée de concerts où j'ai joué le premier concerto de Mendelssohn avec un orchestre très dynamique et dans une salle magnifique. C'est impressionnant de jouer avec un orchestre ? Ah oui, surtout qu'on sent la puissance parce qu'on est au cœur de l'orchestre, on sent toute la dynamique et la musicalité d'autres musiciens et c'est merveilleux de pouvoir partager de la musique avec d'autres musiciens. C'était votre première expérience à l'international ? Oui, j'ai joué en Russie, en Angleterre, en Grèce, donc en Suisse aussi. Et là, c'était la première fois que je jouais en Slovaquie et c'était d'ailleurs particulièrement touchant pour moi de jouer dans ce pays parce que j'ai joué à 200 km de l'Ukraine et il y avait beaucoup d'Ukrainiens aussi dans l'orchestre et donc c'était très touchant et c'est là où je me suis vraiment aperçue que la musique c'est indispensable parce qu'on s'est tous retrouvés à travers cette musique et c'était un moment très solidaire. Et sous la baguette du maestro Katz, oui, j'imagine aussi, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, ça devait être émouvant. C'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui et il m'a accompagnée pendant toute ma petite carrière musicale et je lui dois énormément et ça a été un moment vraiment très touchant et incroyable de pouvoir partager la scène avec lui. Est-ce que cette expérience vous conforte dans votre carrière, celle de devenir pianiste professionnel ? Ah bah ça m'a vraiment donné encore plus le goût de la scène. Je rêve de devenir pianiste, de devenir concertiste, de voyager dans le monde entier, de partager ma musique avec le plus de gens possible. Et quel est votre programme maintenant ? Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues pour partager votre passion ? Alors, j'ai beaucoup de très belles dates cet été, notamment je vais jouer avec Gauthier Capuçon dans un très beau festival. Et j'ai aussi un rêve, donc depuis toujours, qui j'espère va se réaliser bientôt, ce serait de jouer avec l'orchestre de mon pays, de Monaco. Monseigneur me soutient dans ce projet d'ailleurs et j'ai déjà eu la chance de jouer 2 fois au Palais Princier et même pour sa fondation avec Robert Redford, donc j'espère que ça se fera bientôt. Comment vous arrivez à mener de front vos études et votre jeune carrière ? Alors je suis les études par correspondance, par les cours du CNED. Ça me permet de travailler 5-6 heures de piano par jour. Je suis aussi dans la classe d'Igor Lasco à Paris et tous les week-ends je fais l'aller-retour à Paris. Stella, selon le magazine mensuel L'Observateur de Monaco, vous faites partie des 100 femmes qui font Monaco. Cela vous a surpris de vous retrouver dans cette liste ? Ah bah c'était un grand honneur que l'Observateur de Monaco m'a fait. Je suis vraiment super heureuse. Ça vous a surpris ?
Oui, un petit peu, parce que j'ai que 15 ans encore. Merci beaucoup Stella d'avoir été avec nous ce soir et puis on suivra donc votre programmation sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment. Merci à vous. Parlons à présent de ce film bouleversant sur l'esclavagisme aux États-Unis quelques années avant la guerre de sécession, film inspiré d'une histoire vraie. 12 Years a Slave sera à l'affiche du prochain rendez-vous de l'Institut audiovisuel de Monaco. Cette réalisation de 2013 signée Steve McQueen a reçu 3 Oscars, dont celui du meilleur film. Alors pourquoi ce choix? Élément de réponse avec Fabien Bonilla et Vincent Vatrican. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on va parler du film 12 Years a Slave, que les Québécois ont traduit avec tout l'amour qu'ils ont pour la langue française, et ils ont raison, par esclave pendant 12 ans. Et comme son nom l'indique, on va parler d'esclavagisme. Oui, alors c'est un film déjà, il faut peut-être dire un mot de son cinéaste qui s'appelle Steve McQueen. Le réalisateur et pas l'acteur. Voilà, rien à voir avec l'acteur que tout le monde a en tête, qui est d'abord un artiste d'art contemporain. Donc le cinéma, j'allais dire, est une nouvelle corde à son arc. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a programmé ce film en partenariat avec le nouveau Musée national de Monaco. Alors j'allais vous poser la question parce que c'est un film, je ne vais pas dire un blockbuster, mais c'est un film vraiment hollywoodien. Ça m'a étonné effectivement que ce soit en partenariat avec le NMNM où ce sont des films plus étranges. Le partenariat... J'allais vous demander pourquoi ce partenariat. Alors justement. Le partenariat porte sur l'artiste Steve McQueen qui a intégré il y a quelques années les collections du nouveau Musée national. Donc il y a une œuvre qui est d'ailleurs exposé en ce moment à la Villa Paloma. Donc l'idée du nouveau musée, c'était de dire, puisque nous avons dans nos collections une œuvre d'un artiste qui par ailleurs s'exprime aussi dans le cinéma, choisissons cette occasion pour que notre partenariat annuel lui soit consacré, donc proposer un des films qu'il a pu faire, et ça fera une résonance avec l'exposition qui est actuellement à la Villa Paloma. Donc le choix s'est porté sur ce film-là, qui est en effet un film hollywoodien, mais c'est quand même un film hollywoodien pas dans l'esprit auquel on peut imaginer un film hollywoodien au sens du blockbuster, des effets spéciaux, d'une histoire mainstream qui convienne à tout le monde. C'est quand même, vous l'évoquiez, un film dont le sujet, c'est l'esclavage. Oui, c'est un homme noir avec sa famille qui vit à New York, qui est kidnappé pour devenir un esclave, parce que c'était un homme libre en Louisiane. Absolument. C'est déjà dans le cinéma un sujet pas si fréquemment abordé. C'est une des raisons de ce choix. Le deuxième, c'est que, bien qu'étant un film hollywoodien, coproduit par parenthèse par Brad Pitt, qui fait une petite, une petite apparition dans le film, c'est pas un film qui en épouse du tout les codes. Donc c'est ça qui est déjà intéressant dans le film. C'est un film dur, hein. C'est un film très dur. Hein. Et basé sur une histoire vraie en plus. Sur une histoire vraie, et le choix du cinéaste, c'est pour ça que je disais, certes hollywoodien, mais qui ne répond pas à la doxa hollywoodienne, c'est que très clairement, des scènes qui sont filmées en plan séquence, avec des scènes de violence qui sont parfois difficiles à supporter, c'est pas le plus courant dans le cinéma hollywoodien, et qui effectivement va un peu à contrario de ce qui est ordinairement montré dans les films hollywoodiens classiques. Donc c'est ça qui est plutôt réussi dans le film et qui nous a fait le retenir pour cette sélection. Bien, allez voir 12 Years a Slave. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Well, I don't want to survive. I want to live. I was a free man. I'm not a slave.
12 Years a Slave de Steve McQueen, c'est donc mardi prochain à 20h au Théâtre des Variétés. On referme ce journal avec vos prévisions météo. Frédéric, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de dimanche ? Toujours pas de retour du grand beau temps, Émilie. Encore une journée mitigée avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux bien denses. Le vent soufflera toute la journée, ce qui entraîne une chute des températures, comprise entre 7 et 13 degrés. Dimanche 20 mars, nous fêterons l'arrivée du printemps. Oui, et cela sera également la journée mondiale du bonheur. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. On se quitte en images avec les photos de Stéphane Dana qui est allé faire un tour du côté du Festival international de salsa de Monaco. À demain, 20h pour le best-of de la semaine et n'oubliez pas, juste avant 19h dimanche, présenté par Yann-Anthony Noguès, un numéro portant sur la géopolitique de luxe. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.